Je m'appelle Ethan Vance. J'ai 33 ans. Pendant 15 années éprouvantes et déchirantes, ma propre famille m'a jeté dehors, comme des ordures, absolument convaincu que je passerais toute mon existence comme un échec complet et total. Alors que j'étais assis à notre table de Thanksgiving, essayant activement d'avaler ma fierté et de maintenir un minimum de paix familiale, mon père m'a regardé droit dans les yeux, par-dessus la dinde, et a ricané que je ne pouvais même pas me permettre un mobil-home. Il a ri à mes dépens devant 12 membres de ma famille élargie. Ma propre mère a silencieusement passé la sauce sans dire un mot pour ma défense. Et mon frère, l'enfant prodige, a souri dans son coûteux verre de vin. Mais il y avait une chose énorme, bouleversante, qu'ils ne savaient pas. Le travail de support technique sans avenir qu'ils aimaient enrayer chaque fête était en fait un empire d'entreprise de 6,8 milliards de dollars que j'avais bâti de mes propres mains, en partant de zéro. Et à ce moment précis, mon équipe d'avocats d'affaires impitoyables était en train de finaliser la prise de contrôle hostile de l'entreprise en faillite de mon père. Maintenant, les hommes arrogants qui m'ont ridiculisé devant toute notre famille mendient à genoux juste pour conserver leur salaire de base. Avant que je ne vous raconte exactement comment tout ce château de cartes s'est effondré sur leur tête, cliquez sur j'aime si vous croyez que la vraie justice trouve toujours son chemin. Et n'oubliez pas de me faire savoir d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Maintenant, revenons là où tout a commencé, à cette table de salle à manger étouffante. La salle à manger, dans la vaste maison coloniale de mes parents à Bellevue, sentait toujours la dinde trop cuite, le pot pourri éventé, et une épaisse, suffocante couche de regrets coûteux. Ma mère, Eleanor, n'avait jamais vraiment appris à rôtir un oiseau correctement. Elle le laissait toujours au four bien trop longtemps, desséchant la viande jusqu'à ce qu'elle soit dure et sans saveur. Elle faisait cela spécifiquement parce que mon père, William, insistait sur le fait qu'il aimait sa viande bien cuite. C'était juste une autre petite manière pathétique pour lui de contrôler l'environnement qui l'entourait, et une autre manière pour elle de se plier en quatre pour satisfaire tous ses caprices, ignorant complètement les préférences de quiconque. J'étais assis près de l'extrémité de la longue table en acajou, traçant le bord doré de mon verre d'eau avec mon index. La tension dans la pièce était assez épaisse pour être coupée avec un couteau à découper. J'avais 33 ans, mais assis sur cette chaise, entouré par les regards jugeurs de mes tantes, oncles et cousins, je sentais le poids familier et fantomatique de mon enfance peser sur ma poitrine. Mon père tenait la cour en bout de table. À 58 ans, il portait toujours son titre de vice-président des opérations chez Redstone Manufacturing comme une couronne bon marché éternie. Il avait versé son deuxième verre de bourbon, l'alcool lui déliant la langue et aiguisant sa cruauté naturelle. Il gesticula vivement avec sa fourchette en argent, pointant les dents directement vers moi, à travers toute la longueur de la table. 33 ans, annonça William, sa voix résonnant par-dessus le léger tintement des couverts. 33 ans et toujours à louer un petit appartement déprimant à Seattle, faisant quoi exactement, Ethan? Jouant avec les ordinateurs toute la journée. La pièce devint silencieuse. Le faible murmure des commérages familiaux s'évapora instantanément. Ma tante Margaret se tortilla inconfortablement sur sa chaise, serrant sa serviette en lin. Personne ne me défendit. En 33 ans, personne dans cette pièce n'avait jamais élevé la voix pour me défendre. Mon frère aîné, Caleb, qui, à 35 ans, vivait encore entièrement pour la validation de notre père, bomba le torse. Caleb venait de conclure un contrat d'approvisionnement de niveau intermédiaire chez Redstone, économisant soi-disant à l'entreprise une fraction de l'argent qu'elle perdait, et il absorbait actuellement les éloges comme une éponge. À côté de lui, sa femme Chloé ajusta son bracelet de tennis en diamant et m'offrit un regard de pitié creuse et feinte. Chloé venait d'une famille qui valorisait le statut au-dessus de l'oxygène, et elle m'avait toujours considéré comme une tâche humiliante sur le nom de la famille Vance. Caleb a une vraie sécurité, déclara mon père d'une voix forte, coupant un morceau de dinde sèche avec une force excessive. Caleb a un salaire solide, un plan de retraite complet, et un portefeuille immobilier en croissance. Redstone Manufacturing a été la colonne vertébrale absolue de cette industrie pendant 60 ans. C'est à cela que ressemble une vraie entreprise. Pas cette bulle technologique fantaisiste à laquelle tu perds ta jeunesse. Je t'ai dit il y a 10 ans d'étudier la comptabilité. Je t'ai dit de trouver un emploi sûr et pratique. Mais non, tu as dû courir après cette absurdité informatique. Regarde-toi maintenant. Tu ne peux même pas te permettre un mobil-home en ce moment, Ethan. Je pris une lente gorgée délibérée de mon verre d'eau. Je sentis le liquide froid glisser dans ma gorge. Je posai le verre parfaitement au centre exact du dessous de verre.
Mon téléphone, caché dans la poche intérieure de mon blazer sur mesure, vibra contre ma poitrine. Une longue impulsion, trop courte. C'était le schéma de notification spécifique pour Clara, ma directrice des opérations. Le message était sans aucun doute urgent, mais je refusais absolument de rompre le contact visuel avec mon père. La technologie évolue extrêmement vite, répondis-je. Ma voix était complètement plate, une surface lisse et illisible, dépourvue de la colère et de l'humiliation qu'il essayait si désespérément de provoquer. Rien n'est jamais vraiment stable dans mon domaine. Exactement, s'écria mon père, son visage s'empourprant de la joie triomphante d'un homme qui pensait avoir gagné la dispute. Il frappa la table de sa main, faisant teinter la belle porcelaine. Tu travailles pour une start-up sans nom qui pourrait complètement disparaître demain matin. Tu n'as aucun actif. Tu n'as pas de vraie carrière. Regarde ton frère. Regarde la vie incroyable qu'il est en train de construire. C'est une tragédie, franchement. Je souris. Ce n'était pas un sourire défensif, et ce n'était certainement pas un sourire soumis. C'était un sourire authentique, terrifiantement calme, qui n'atteignait pas tout à fait mes yeux. Pendant 15 longues années, je les avais laissés croire à leur propre récit fabriqué. Je les avais laissés penser que j'étais un employé de support informatique de bas niveau en difficulté qui gagnait à peine assez d'argent pour couvrir son loyer mensuel. Je les avais laissés supposer le pire de moi à chaque fois que j'esquivais leurs questions invasives sur ma carrière. C'était nettement plus facile de les laisser vivre dans leur illusion que d'expliquer la vérité complexe à des gens qui étaient fermement décidés à me mal comprendre. Mon téléphone vibra à nouveau. Cette fois, l'impulsion était continue. Je mis la main dans ma veste, sortis l'appareil, et jetai un coup d'œil à l'écran sous le bord de la table. Le message de Clara était bref, clinique, et complètement dévastateur, le conseil a approuvé à l'unanimité les conditions finales. L'acquisition de Redstone se clôture samedi. Le communiqué de presse mondial sera publié lundi matin à l'ouverture du marché. Félicitations, patron. Je verrouillai l'écran et remis le téléphone dans ma poche. Je posai mes mains sur la table et me levai lentement. Je lissai les revers de mon costume gris anthracite. C'était une pièce Tom Ford sur mesure, un tissu si fin et si cher que mon père supposait probablement que je l'avais acheté au rayon des soldes d'un grand magasin. « Voulez-vous m'excuser » dis-je doucement, m'adressant à la pièce silencieuse. J'ai une urgence professionnelle plutôt pressante à gérer. Mon père ricana bruyamment, levant les mains en l'air dans un geste exagéré de dégoût. Tu vois ? Tu ne peux même pas profiter d'un simple repas de famille sans que ton petit service de support technique ne t'appelle pour réparer une imprimante en panne. Quelle manière pathétique et stressante de vivre ta vie. Je le regardais. Je le regardais vraiment, absorbant l'arrogance pure et aveuglante d'un homme se tenant fièrement sur le pont d'un navire en train de couler, se moquant du capitaine du navire de sauvetage qui allait soit le sauver, soit le renverser. Vous avez absolument raison, William, dis-je doucement. Ce n'est pas une façon de vivre du tout. Je me retournai et sortis de la salle à manger. Alors que je descendais le couloir, j'entendis Caleb marmonner bruyamment à mon sujet, disant que je serais probablement viré d'ici la fin de la semaine, suivi immédiatement par le rire aigu et moqueur de ma tante Margaret. Je franchis la lourde porte d'entrée en chêne et sortis dans l'air vif et mordant de novembre. J'avais garé ma vieille Honda Civic de 2015 directement dans leur allée spécifiquement pour cette occasion. Je gardais cette vieille voiture immatriculée, entretenue et assurée dans le seul but de la conduire à ses fonctions familiales toxiques. Cela nourrissait parfaitement leur illusion de mon échec. Je démarrai le moteur qui crachotait, reculai de l'allée, et roulai exactement 3 pâtés de maison à travers les rues de banlieue bien entretenues. Je m'engageai dans un cul-de-sac sombre et tranquille et garai la Civic sous un lampadaire vacillant. Je sortis dans la bruine glaciale, marchai jusqu'à la Porsche Panamera noire obsidienne et élégante, attendant silencieusement au bord du trottoir, et me glissai dans le siège du conducteur impeccable. L'intérieur en cuir riche sentait la richesse, le pouvoir et le succès intouchables. Je serrai le volant cousu main, regardant à travers le rétroviseur en direction de la maison de mes parents. Ils pensaient que j'étais un échec monumental. Ils croyaient sincèrement qu'ils détenaient tout le pouvoir, tout le prestige, et toute la supériorité morale. Mais ils n'avaient absolument aucune idée de la force massive et inarrêtable qui fonçait actuellement sur eux dans l'obscurité. Il ne restait que 72 heures avant que toute leur réalité ne soit brisée. Pour vraiment comprendre la glace absolue qui coulait dans mes veines cette nuit-là dans la Porsche, il faut comprendre le feu ardent que j'ai été forcé de traverser pour y arriver.
Je ne suis pas né homme d'affaires froid et calculateur. Je n'étais pas naturellement impitoyable. J'ai été systématiquement forgé ainsi par les personnes même qui étaient biologiquement obligées de me protéger, de me nourrir et de m'aimer. Je me souviens de mon 16e anniversaire avec une clarté parfaite et angoissante. C'est un souvenir gravé à jamais dans ma psyché. J'avais passé 6 mois éprouvants à rédiger, réviser et perfectionner une candidature pour un programme de bourse technologique très prestigieux et extrêmement compétitif à l'université de Stanford. C'était mon seul billet de sortie de cette maison. J'ai apporté l'épaisse lettre d'acceptation de couleur crème à la table du dîner ce soir-là. Mes mains tremblaient de manière incontrôlable, mêlant une immense fierté et un espoir désespéré et terrifié. J'ai soigneusement placé la lettre juste devant l'assiette de mon père. Il ne prit même pas la peine de lire toute la page. Il balaya l'entête, vit les mots informatique et aide financière, et son visage se durcit instantanément en un masque de pur dégoût. Il ramassa la lettre avec 2 doigts comme si elle était couverte de maladie et la déchira délibérément en 2, en plein milieu. Puis il rassembla les morceaux et la déchira à nouveau. Il jeta les restes déchiquetés de mon avenir directement dans mon assiette, juste sur mon dîner d'anniversaire. C'est une ordure absolue, avait-il dit. Sa voix n'était pas forte ou en colère. C'était pire. C'était entièrement dédaigneux. Tu es un rêveur insensé, Ethan. Et les rêveurs finissent fauchés et mendiants dans la rue. Tu n'es tout simplement pas assez intelligent pour un vrai domaine scientifique. Tu n'as pas le cerveau analytique pour cela. Tu dois te concentrer sur quelque chose de pratique, comme l'administration de base. D'ailleurs, tout l'argent du fonds universitaire ira de toute façon entièrement à Caleb. Caleb a le vrai sens des affaires. Il va être un leader. Tu vas juste complètement embarrasser cette famille si tu essaies de te battre au-dessus de ta catégorie. Je ne pleurais pas. Je regardais de l'autre côté de l'îlot de cuisine ma mère, Eleanor. Elle se tenait près du comptoir de marbre, essuyant méthodiquement une surface impeccable avec un chiffon humide. Elle avait vu tout se dérouler. Elle avait vu mon cœur se briser en 1000 morceaux sur le sol. Elle avait vu mon père détruire systématiquement ma confiance. Elle détourna simplement les yeux, s'approcha de la table et me murmura à l'oreille que je devrais simplement écouter mon père, m'excuser d'être présomptueux et maintenir la paix dans la maison. C'est à ce moment précis que j'ai réalisé que je n'avais pas de parents. J'avais un geôlier cruel et une spectatrice lâche qui préférait ma souffrance silencieuse à la moindre contrariété pour son mari. 2 ans plus tard, le matin de mon 18e anniversaire, j'ai fait mes valises, un seul sac de sport en toile effiloché. J'avais exactement $50 dans ma poche et une bourse d'études complète pour une autre université que j'avais obtenue entièrement en secret, contournant complètement la permission ou le contrôle financier de mon père. Alors que je sortais par la porte d'entrée, ma tante Margaret était de passage pour le café du matin. Elle se tenait sur le porche, me pressa un billet de $20 froissé dans la main avec un regard de dégoût absolu et non filtré. « Prends ça, sale ingrat, ricana-t-elle. Tu rends pas de retour ici en larmes d'ici 1 mois, quand le monde réel te mâchera et te crachera. Ne t'attends pas à ce que nous te déroulions le tapis rouge quand tu échoueras. » Je laissai tomber son billet de $20 sur le paillasson, l'enjambai et continuai à descendre l'allée sans jamais regarder en arrière. Je ne suis jamais revenu en rampant. Je ne leur ai jamais demandé un seul centime. J'ai en fait abandonné mes études universitaires pendant ma 2e année. Non pas parce que j'échouais à mes cours, mais parce que mes concepts technologiques évoluaient nettement plus vite que le programme universitaire dépassé. J'ai emménagé dans un garage non isolé et glacial à Palo Alto. J'ai mangé des nouilles instantanées bon marché pendant 8 mois d'affilée. J'ai construit la toute première itération rudimentaire de Next Solutions sur des serveurs de récupération que j'avais pratiquement scotchés ensemble pour les maintenir en fonctionnement. 15 ans de labeur incessant, brutal et épuisant ont suivi. J'ai sacrifié mon sommeil, ma santé physique, mes relations personnelles et toute apparence de mes 20 ans normaux et insouciants. J'ai travaillé 100 heures par semaine pendant que mes pères étaient dans les bars. Mais mon obsession a payé. Next a rapidement évolué d'une start-up combative à un géant mondial de l'infrastructure cloud d'entreprise. Nous sommes entrés en bourse. L'introduction en bourse a été historique. Ma fortune personnelle a explosé, atteignant des milliards avant mes 30 ans. Je possédais des biens immobiliers commerciaux de premier ordre dans 3 États différents. Mon portefeuille boursier diversifié générait un revenu passif quotidien plus important que ce que mon père gagnait en une décennie entière chez Redstone. Et malgré tout,
j'ai maintenu une frontière stricte et impénétrable avec ma famille. Je ne me présentais aux grandes fêtes que pour les observer tranquillement, comme un scientifique observant une fourmilière particulièrement toxique. Chaque fois que ma mère m'appelait, ce qui était rare, c'était strictement pour se vanter sans fin des promotions médiocres et non méritées de Caleb ou pour se plaindre amèrement des réunions de quartier insignifiantes de la copropriété. Il ne s'intéressait jamais à ma vie, à ma santé ou à ma carrière, alors je ne leur ai jamais offert la vérité. Le tournant ultime, le moment où l'univers s'est parfaitement aligné, est arrivé exactement 3 semaines avant ce dîner de Thanksgiving fatidique. J'étais assis au gigantesque bureau en chêne de mon bureau en Pentouse, au centre-ville de Seattle. Clara, ma brillante directrice des opérations et la personne la plus proche que j'ai d'une vraie famille, a traversé les lourdes portes vitrées et a déposé un épais dossier financier à onglets rouges juste devant moi. Next cherchait activement à diversifier nos capacités de production de matériel en acquérant une entreprise manufacturière historique. Jetez un coup d'œil très attentif à la cible numéro 4, dit Clara. Son ton était soigneusement neutre, professionnel comme toujours. Mais je vis la lueur vive et connaisseuse dans ses yeux sombres. J'ouvris le lourd dossier. Les lettres audacieuses en haut de la page indiquaient Redstone Manufacturing, l'entreprise de mon père, l'endroit où mon père et mon frère avaient pratiquement bâti toutes leurs identités arrogantes. Je parcourus le résumé exécutif. Redstone se vidait de son sang à cause d'une douzaine de blessures auto-infligées. Leur coût d'exploitation était stupéfiant. Ils perdaient d'importants contrats automobiles à long terme à droite et à gauche en raison de retard et d'un contrôle qualité médiocre. Ils étaient légalement impliqués dans un cauchemar d'accords fournisseurs douteux et leurs projections financières du 3e trimestre étaient absolument catastrophiques. Je lus le répertoire des dirigeants joints à la fin du dossier. William Vance, vice-président des opérations, Caleb Vance, directeur de la chaîne d'approvisionnement. S'ils n'obtiennent pas un rachat massif dans les 2 prochains trimestres financiers, expliqua Clara, s'avançant vers la fenêtre en verre du sol au plafond donnant sur la vaste skyline de Seattle. Ils sont confrontés à une insolvabilité totale et irréversible. Chapitre 11, faillite, liquidation complète des actifs. Des milliers de personnes perdront leur emploi. Je fixai intensément les chiffres noirs austères sur le papier blanc. L'ironie dans la pièce était si épaisse qu'elle en était presque suffocante. Les hommes même qui me prêchaient sans cesse la responsabilité financière, qui se moquaient sans pitié de ma carrière technologique comme d'une fantaisie enfantine, pilotaient actuellement un énorme Titanic d'entreprise droit vers un glacier financier. Et ils étaient bien trop arrogants pour même voir la glace. Je sentis un changement froid, profond et fondamental dans ma poitrine. Il ne s'agissait pas de petites vengeances. Il s'agissait d'affaires objectives et impitoyables. Redstone possédait en fait l'infrastructure de fabrication et l'empreinte d'entrepôt exacte dont Nextech avait désespérément besoin pour développer notre nouvelle division de matériel propriétaire. Le seul vrai problème avec Redstone était son équipe de direction gonflée, arrogante et grossièrement incompétente. Rédigez la proposition d'acquisition préliminaire, dis-je à Clara. Ma voix était calme, ne trahissant rien de l'ouragan d'émotions qui tourbillonnait en moi. Offrez à leur conseil 340 millions. Lancez un protocole de prise de contrôle hostile s'ils résistent. Mais croyez-moi, ils ne le feront pas. Ils sont bien trop désespérés pour survivre. Et Clara, assurez-vous absolument que la transition post-acquisition implique un audit médico-légal complet et impitoyable de toute la division des opérations. Ne laissez aucune pierre non retournée. Elle hocha la tête, un léger sourire prédateur effleurant les coins de ses lèvres. Considérez que c'est fait, Ethan. Cette seule conversation fut l'allumette qui alluma la poudrière. J'étais sur le point d'acheter le terrain même sur lequel ma famille toxique marchait. Je pensais que les chiffres financiers raconteraient simplement une triste histoire de pratiques commerciales dépassées et de gestion paresseuse. Je me suis incroyablement et profondément trompé. La vérité, actuellement cachée au fond de leur grand livre, était bien plus sombre et bien plus criminelle que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Le samedi suivant Thanksgiving, le temps à Seattle était violemment impitoyable. La pluie incessante de novembre fouettait agressivement les fenêtres renforcées, du sol au plafond, de la salle de conférence exécutive de Nextech, au 50e étage. La pièce était conçue pour intimider, avec une immense table de conférence en marbre poli de 9 mètres et des écrans d'affichage holographiques ultramodernes. J'étais assis à la tête absolue de la table, vêtu d'un costume bleu marine foncé qui coûtait plus que le loyer annuel de la plupart des gens. À ma droite immédiate se trouvait Clara, sa tablette brillant doucement dans l'éclairage tamisé et atmosphérique.
À ma gauche était assis Thomas, mon impitoyable chef des services juridiques, un homme dont les clauses contractuelles étaient plus serrées qu'un piège en acier, et qui vivait pour le frisson des litiges commerciaux. Assis directement en face de nous, de l'autre côté de la vaste étendue de marbre, se trouvait Victor Hendricks, le PDG vieillissant de Redstone Manufacturing. Il avait l'air complètement épuisé, vaincu par des mois de nuit sans sommeil. Son costume pendait lâchement sur sa silhouette amincie, et il transpirait visiblement malgré l'air climatisé agressif de mon bâtiment. Il avait amené son directeur financier, un homme chauve et profondément nerveux qui n'arrêtait pas de faire rebondir son genou sous la table. Il n'avait absolument aucune idée de qui j'étais par rapport à leur vice-président des opérations bruyant. Pour Victor et son directeur financier, j'étais juste Ethan Vance, le jeune milliardaire de la technologie terrifiantement jeune et notoirement impitoyable qui leur lançait agressivement une bouée de sauvetage fortement conditionnelle au milieu d'un ouragan financier de catégorie 5. Monsieur Vance, commença Victor, remuant nerveusement une pile de papiers imprimés devant lui. Sa voix tremblait légèrement, manquant de l'autorité qu'un PDG devrait projeter. Nous apprécions profondément que vous nous rencontriez un week-end de vacances. Nous croyons vraiment que Redstone possède une immense valeur inexploitée. Nos connaissances institutionnelles et notre empreinte historique dans le secteur manufacturier sont inégalées. Je me penchai lentement en avant, posant mes coudes sur le marbre froid et joignant mes mains. Je laissai le silence s'étirer, forçant Victor à rester dans son inconfort. Victor, sautons entièrement la comédie corporative épuisante, dis-je, ma voix dangereusement douce. Vos connaissances institutionnelles sont en train de précipiter votre entreprise droit dans le mur à une vitesse terminale. Vos frais généraux sont 40% plus élevés que la norme de l'industrie. 2 de vos plus grands clients automobiles historiques viennent de partir le mois dernier en raison de graves défaillances de la chaîne d'approvisionnement. Vous êtes assis à ma table aujourd'hui parce que vous n'avez absolument aucune autre option. Victor déglutit difficilement, sa pomme d'Adam tressaillit. Il regarda désespérément son directeur financier qui fixait simplement la table de marbre, refusant tout contact visuel. Nous sommes entièrement prêts à accepter l'évaluation de 340 millions de dollars exactement telle que proposée, dit Victor doucement, toute sa combativité s'étant évaporée. Mais mon conseil d'administration a besoin de stipulations spécifiques concernant la direction actuelle. Nous voulons désespérément des garanties que l'équipe de direction principale restera complètement intacte pendant au moins une période de transition de 2 ans. Nous avons besoin de stabilité. Je tournai lentement la tête et jetai un coup d'œil à Thomas. Thomas ne dit pas un mot. Il ouvrit simplement son ordinateur portable et, d'une seule touche, projeta une feuille de calcul médico-légal massive et très détaillée sur l'écran d'affichage de 80 pouces directement derrière moi. C'était une ventilation complète des pertes catastrophiques de la chaîne d'approvisionnement de Redstone au cours des 18 derniers mois. Je crains que le maintien de votre équipe de direction ne soit absolument pas envisageable, dis-je doucement, en désignant l'écran derrière moi. Au cours de notre phase de diligence raisonnable, nous avons effectué une plongée médico-légale approfondie dans votre division des opérations. Les inefficacités que nous avons découvertes ne sont pas seulement systémiques ou paresseuses. Elles sont activement, probablement criminelles. Victor pâlit, sa peau prenant la couleur d'un vieux parchemin. Que voulez-vous dire exactement? Je tapai sur la table avec mon index, dirigeant son attention terrifiée vers une colonne spécifique surlignée en rouge vif sur l'écran géant. Il y a 8 mois, votre entreprise a brusquement changé son principal fournisseur de matières premières pour votre usine de l'Ohio pour un tout nouveau fournisseur appelé Apex Industrial. Ce contrat spécifique a coûté à votre entreprise 22% de plus que votre précédent fournisseur très fiable. De plus, la qualité des matériaux d'Apex était si remarquablement médiocre qu'elle a entraîné un rappel de produits massif de plusieurs millions de dollars. Pourquoi diable ce fournisseur a-t-il été approuvé? Victor essuya une goutte de sueur de son front d'une main tremblante. Ce contrat a été minutieusement examiné et géré par notre vice-président des opérations et son directeur principal de la chaîne d'approvisionnement. Ils ont assuré avec véhémence au conseil d'administration qu'il s'agissait d'un pivot nécessaire et stratégique en raison des changements tarifaires internationaux. Je le regardai fixement, mes yeux le dépouillant de sa dignité restante. Je sortis un dossier juridique épais et rouge que Thomas avait méticuleusement préparé. Je l'ouvris et fis glisser 3 photographies glacées et un relevé bancaire sur la table vers Victor. Le directeur principal qui a agressivement poussé ce contrat catastrophique est Caleb Vance, déclarai-je, ma voix résonnant dans la grande pièce. Le vice-président qui l'a officiellement approuvé, en contournant les contrôles de conformité standards, est William Vance. Nos enquêteurs privés ont fouillé les documents d'entreprise.
Apex Industrial n'est pas un fournisseur de fabrication légitime. C'est une société écran enregistrée au Delaware, entièrement détenue par le beau-père de Caleb Vance. Le silence dans la salle de conférence était absolu, résonnant à mes oreilles. Victor avait l'air d'avoir été frappé de plein fouet à la poitrine avec un marteau. Le directeur financier nerveux arrêta complètement de faire rebondir son genou. Caleb Vance a essentiellement siphonné des millions de dollars de fonds d'entreprise directement dans l'entreprise familiale de sa femme à un prix exorbitant, continuai-je, ma voix baissant à un registre grave et dangereux qui exigeait une attention absolue. Et William Vance a délibérément enterré les rapports d'audit interne pour protéger son fils incompétent. Il ne s'agit pas seulement d'une série de mauvaises décisions commerciales, Victor. Il s'agit d'une violation massive et coordonnée du devoir fiduciaire. Il s'agit d'une fraude flagrante. C'est un motif de procès immédiat destructeur pour l'entreprise. Si cette information est rendue publique, votre action tombera à zéro absolu avant même l'ouverture du marché lundi matin. Vos investisseurs exigeront du sang. Victor enfouit son visage dans ses mains tremblantes, laissant échapper un soupir rauque. Il leva les yeux, ses yeux injectés de sang et complètement vaincu. Il savait qu'il était piégé dans un coin avec un prédateur. « Quelles sont vos conditions exactes ?» déclara Thomas d'une voix sèche, prenant enfin la parole alors qu'il faisait glisser le contrat définitif et contraignant sur la table. « Pas de parachute doré pour votre direction des opérations. Pas de prime de départ pour les dirigeants licenciés pour faute grave. Nous conservons le droit unilatéral de licencier tout employé immédiatement si une faute grave est prouvée. Vous signez ce document tout de suite, aujourd'hui, ou nous quittons cette table, divulguons l'enquête sur la fraude à la presse et laissons la SEC démanteler votre entreprise pièce par pièce. » Il y eut un long moment d'hésitation angoissante. Un membre senior du conseil de notre côté, Grégory, se racla bruyamment la gorge par le haut-parleur de la conférence téléphonique. Grégory était un investisseur à l'ancienne, très conservateur, qui cherchait toujours activement une raison de douter de mes tactiques modernes agressives. « Ethan, » dit Grégory, sa voix dégoulinant de condescendance. « Sommes-nous absolument sûrs de vouloir hériter de ce désordre radioactif ? La responsabilité légale seule est significative. Le potentiel d'un procès massif d'actionnaires en colère est élevé. » J'ai coupé Grégory instantanément, ma voix claquant comme un fouet. « Nous achetons l'infrastructure physique et les brevets, Grégory, pas le personnel toxique. La responsabilité légale disparaît dès que je fais le ménage et confie leurs opérations aux autorités. Les actifs principaux sont parfaitement sains. Le cancer est entièrement localisé dans l'encadrement intermédiaire, et je suis le chirurgien qui tient le scalpel. » Victor ramassa lentement le lourd stylo Mand Blank en argent fourni par Thomas. Sa main trembla violemment alors qu'il signait son nom sur la ligne pointillée, sa signature étant irrégulière et inégale. En quelques traits frénétiques d'encre coûteuse, 60 ans d'histoire de Redstone Manufacturing, et la fondation professionnelle entière de ma famille, me furent officiellement remis. Après que Victor et son directeur financier silencieux eurent quitté la pièce, l'air de personne se rendant à un enterrement, Clara commença à ranger efficacement sa tablette. « C'était incroyablement brutal, » nota-t-elle doucement. Bien qu'en regardant attentivement son visage, elle ne semblait pas le moins du monde mécontente. « C'était nécessaire, » répondis-je, me levant lentement et m'approchant de l'immense fenêtre. Je regardais la ville grise et détrempée par la pluie en contrebas. Je venais d'acquérir avec succès l'entité même qui donnait à mon père cruel tout son sentiment de supériorité démesurée. Je possédais littéralement le bureau en chêne où il était assis. Je possédais les chèques de la société qu'il déposait toutes les 2 semaines. Je possédais toute l'échelle hiérarchique qu'il avait passé 30 ans à gravir impitoyablement. « Préparez les protocoles de licenciement immédiat, dis-je à Thomas, sans me détourner de la vitre. Je veux que Marcus et l'équipe d'élite de restructuration RH attendent dans le hall de l'établissement de Redstone à Tacoma dès mercredi matin. Personne n'aura de passe-droit. Personne n'aura d'avertissement. » Je sortis de la salle de conférence, ressentant un mélange étrange et enivrant d'adrénaline pure et de profonde clarté glaçante. La sombre tempête ne s'amoncelait plus seulement à l'horizon. Elle était là, et elle allait emporter 15 ans de mensonges toxiques, de manipulation et d'abus. Le dimanche soir, le vaste Penthouse était complètement et étrangement silencieux. Le seul bruit était le tambourinement lourd et rythmique de la pluie battant contre le verre renforcé des fenêtres de mon salon. Je me dirigeais vers le bar sur mesure, me versai un généreux verre de Macallan 25 ans, et regardai le liquide ambré capter la lumière tamisée et mélancolique de la pièce. Je m'assis à mon grand îlot de cuisine, craquai mes phalanges,
et ouvris mon ordinateur portable. L'encre du contrat étant sèche, j'avais maintenant un accès administratif total et illimité aux serveurs internes de Redstone. Je contournais leur pare-feu obsolète avec facilité et affichais les fichiers RH hautement confidentiels de la division des opérations. Je voulais désespérément voir le mécanisme exact de l'illusion de mon père en noir et blanc. Je voulais voir la trace écrite des mensonges qu'il se racontait. Le dossier personnel de William Vance était exactement ce à quoi je m'attendais, mais restait d'une certaine manière profondément pathétique. 31 ans d'emploi continu. Il avait commencé comme un simple superviseur d'atelier et s'était frayé un chemin en intimidant et en manipulant. Ses évaluations de performance officielles au cours des 10 dernières années étaient étonnamment médiocres. Répond aux attentes de base. Résiste activement à l'intégration de logiciels modernes, se fie entièrement à des métriques obsolètes et inefficaces. Il n'avait pas reçu une seule promotion salariale basée sur le mérite ou de bonus significatifs en 4 ans. C'était un dinosaure d'entreprise attendant aveuglément la météorite, complètement inconscient que le ciel lui tombait activement sur la tête. Puis je cliquai et ouvris le dossier de Caleb. C'était un chef-d'œuvre stupéfiant de népotisme flagrant. Caleb avait été promu 3 fois distinctes en seulement 6 ans, malgré une trace massive et indéniable d'avertissements écrits de la part des chefs de projet concernant ses retards constants, son comportement agressif envers les subordonnées féminines et son incompétence générale. En fouillant plus profondément dans les documents d'archives, j'ai trouvé une note manuscrite scannée de Suzanne, la loyale secrétaire exécutive de mon père depuis 20 ans. Suzanne avait courageusement déposé une plainte formelle auprès des RH concernant Caleb, il y a 2 ans, risquant son propre emploi pour parler. Caleb Vance crée constamment un environnement de travail très toxique et hostile, avait écrit Suzanne d'une écriture précise et soignée. Il décharge régulièrement ses énormes erreurs administratives sur les membres du personnel junior, refuse d'assumer ses responsabilités, et utilise explicitement son lien de parenté avec le vice-président des opérations pour éviter toute mesure disciplinaire. Si ce comportement persiste, je crains profondément pour la stabilité et le moral à long terme de ce département. Mon père avait personnellement intercepté et annulé la plainte de Suzanne avant qu'elle n'atteigne les RH de l'entreprise. Il l'avait classée comme un conflit interpersonnel mineur résolu et l'avait enterrée dans un sous-dossier. Il protégeait activement l'enfant prodige au détriment extrême de l'entreprise, des employés travailleurs et, finalement, de son propre héritage. Je pris une lente gorgée délibérée du coûteux whisky. La brûlure profonde dans ma poitrine me faisait du bien, me ramenait à la réalité. Je pensais à Caleb se vantant bruyamment à la table de Thanksgiving de ses investissements immobiliers, de sa retraite sûre et de son brillant sens des affaires. Je pensais à ma mère acquiescent, parfaitement contente dans sa bulle suffocante de déni, choisissant le confort d'un mensonge plutôt que la difficile réalité de la vérité. Ils avaient construit toute une réalité élaborée basée uniquement sur la prétendue brillance et l'autorité de mon père. Demain matin, cette réalité fragile et pathétique allait se briser en 1 million de morceaux irréparables. Le divorce imminent de Caleb et de sa femme obsédée par le statut, Chloé, était pratiquement garanti une fois que l'argent se serait épuisé. Une âpre bataille pour la garde de leurs biens suivrait probablement. Ce seraient des funérailles métaphoriques pour l'ego de la famille Vance. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je suis resté seul dans l'obscurité, regardant les lumières vives des ferries traverser les eaux sombres du Puget Sound. J'ai fouillé mon âme, cherchant une once de culpabilité ou d'hésitation. Je n'ai absolument rien trouvé. Je n'ai ressenti aucune culpabilité. Je n'ai ressenti aucun remords. J'avais passé toute ma jeunesse à essayer désespérément de comprendre comment gagner leur amour de base, pour finalement réaliser brutalement que leur amour était entièrement conditionnel à ma soumission totale. Ils avaient désespérément besoin que je sois un petit échec pathétique pour qu'ils puissent se sentir grands et couronnés de succès. Je refusais d'être petit désormais. J'étais un géant, et il était temps qu'ils lèvent les yeux. Le lundi matin arriva, vif, froid et aveuglant de lumière. Je pris une douche, me rasai avec un soin méticuleux et m'habillai d'un costume Tom Ford gris anthracite impeccable. J'attachai ma lourde Rolex en platine à mon poignet, pris mes clés et conduisis la Porsche à travers le trafic léger du matin jusqu'à la tour Nextech. L'énergie à l'étage exécutif était absolument électrique. Elle bourdonnait de l'intensité concentrée d'une salle de guerre. Mon équipe de relations publiques d'élite était postée dans les grands bureaux, leurs claviers claquant sans relâche alors qu'ils coordonnaient avec les principaux médias. Clara arpentait les murs vitrés, une oreillette Bluetooth à l'oreille, aboyant des ordres rapides à l'équipe juridique. À exactement 6h30 du matin, heure du Pacifique,
parfaitement synchronisé avec la cloche d'ouverture de la bourse de New York, le communiqué de presse mondial fut diffusé sur tous les principaux réseaux d'information financière du monde. Nextech Solutions annonce l'acquisition agressive de 340 millions de dollars du fabricant historique Redstone. En 10 minutes, la nouvelle explosa. Mon visage, aigu et sans sourire sur ma photo d'identité d'entreprise officielle, était placardé en première page de Bloomberg, Forbes et du Wall Street Journal. Les articles de fond massifs détaillaient ma stratégie commerciale incroyablement agressive, mon ascension rapide d'un étudiant en difficulté ayant abandonné ses études à un titan milliardaire, et l'efficacité clinique impitoyable avec laquelle Next absorbait ses cibles d'entreprise. Il n'y avait absolument aucune échappatoire à l'actualité. Elle était diffusée en direct sur l'émission matinale de CNBC. Elle était numéro 1 sur LinkedIn et Twitter. J'entrai dans mon bureau privé, fermai la lourde porte vitrée et m'assis à mon immense bureau. Mes mains étaient parfaitement posées sur le sous-main en cuir foncé. Je fixais intensément le téléphone noir élégant posé à côté de mon écran d'ordinateur. Je savais exactement ce qui se passait 30 mètres plus loin dans les banlieues tranquilles et bien entretenues de Bellevue. Je m'imaginais mon père entrant dans sa cuisine impeccable, ajustant sa cravate en soie coûteuse, versant son café noir dans sa tasse préférée. Je l'imaginais prenant son iPad pour consulter les rapports du marché du matin, comme il le faisait toujours pour se donner de l'importance devant ma mère. Je voyais ses yeux vieillissants parcourir les gros titres. Je connaissais la séquence exacte de ses réactions. La légère confusion s'installant en premier. Le plissement des yeux devant l'écran, supposant une faute de frappe, la réalisation soudaine, horrifiante, à couper le souffle, alors qu'il regardait la photo haute résolution de son fils profondément aliéné, prétendument raté, le fixant sous la bannière d'un rachat d'entreprise de plusieurs milliards de dollars. La terrifiante réalisation que son fils était désormais son supérieur suprême. À exactement 7h14 du matin, le téléphone sur mon bureau se mit enfin à sonner. Le son strident coupa le silence de mon bureau comme une sirène. Je regardais calmement l'écran lumineux de l'identification de l'appelant. C'était un indicatif régional de Bellevue. C'était le numéro de portable personnel de mon père. Je ne répondis pas immédiatement. Je le laissai sonner une fois. Je le laissai sonner 2 fois, 3 fois. Je laissai la panique absolue et suffocante monter à l'autre bout du fil. Je le laissai transpirer. Puis, d'un mouvement lent et délibéré, je tendis la main et décrochai le récepteur. Le silence au bout du fil était lourd, épais, d'une terreur existentielle profonde que je n'avais jamais entendue de sa part auparavant. La tempête avait enfin touché terre, et il ne lui restait nulle part où se cacher. Le téléphone sur mon immense bureau en chêne continuait de sonner, le son strident et exigeant résonnant contre les fenêtres vitrées du sol au plafond de ma suite exécutive. Je le laissai sonner. Je restai parfaitement immobile dans mon fauteuil en cuir ergonomique. Mes mains calmement jointes sur le sous-main sombre, comptant chaque sonnerie avec une respiration régulière et calculée. 1, 2, 3, 4. Je voulais que la lourde anticipation s'étire sur les 30 mètres qui nous séparaient. Je voulais que la réalité terrifiante de la situation étouffe lentement, méthodiquement, l'arrogance incessante de l'homme au bout du fil. À la 7e sonnerie, juste avant qu'il ne soit programmé pour passer à ma messagerie vocale d'entreprise, je tendis enfin la main et décrochai le lourd récepteur. Ethan Vance à l'appareil, dis-je. Ma voix était un masque parfaitement calibré d'indifférence corporative absolue. Je sonnais comme un homme sur le point de commander un café du matin, pas comme un homme qui venait de bouleverser violemment toute l'existence financière de sa famille. Ethan, la voix de mon père se brisa instantanément dès qu'il m'entendit parler. Elle était essoufflée, tendue, et complètement dépouillée du ton tonitruant et agressivement autoritaire qu'il utilisait toujours pour dominer complètement la table du dîner de Thanksgiving. Ethan, qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est quoi cette horreur aux informations ce matin? Il diffuse un reportage continu et massif sur CNBC en ce moment. Il déclare ouvertement que ta société, cette chose Nextech, vient d'acheter Redstone. Ils affichent ta photo professionnelle à l'écran et t'appellent le directeur général. Oui, William, répondis-je doucement, me penchant en arrière dans mon fauteuil et regardant la vaste skyline de Seattle trempée par la pluie. Nextech Solutions a officiellement acquis Redstone Manufacturing pour une valorisation totale de 340 millions de dollars. Les documents finaux juridiquement contraignants ont été signés par Victor Andry samedi après-midi, ici même dans ma salle de conférence. Nous avons diffusé le communiqué de presse mondial à l'ouverture du marché ce matin. Il y eut un long,
incroyablement lourd silence au bout du fil. Je pouvais littéralement entendre sa respiration rapide et superficielle. Je l'imaginais seul dans sa cuisine impeccable au comptoir de granit. Sa coûteuse cravate en soie lui semblait soudain une corde de plus en plus serrée autour de son cou épais. J'imaginais le café du matin devenir complètement froid dans sa tasse préférée. C'est une énorme erreur, bégaya-t-il, le déni profond s'installant avec une force incroyable. Il essayait désespérément d'intégrer cette nouvelle information massive dans sa vision du monde minuscule et étroite. Ce doit être une sorte de blague incroyablement mauvaise ou une erreur médiatique. Tu n'as pas ce genre d'argent. Tu n'es qu'un employé de support technique. Tu loues un petit appartement. Tu conduis une Honda Civic abîmée. Tu ne peux absolument pas te permettre d'acheter toute ma société. Tu n'as pas le levier financier. Je possède l'énorme bâtiment d'entreprise dans lequel vous vous tenez en ce moment, William, dis-je, ma voix baissant à un registre grave et incroyablement dangereux qui ne laissait absolument aucune place au débat. Je possède littéralement le bureau en bois exact sur lequel vous êtes assis tous les jours. Je possède l'échelle hiérarchique que vous avez passé 30 ans de votre vie à gravir désespérément et impitoyablement. Je dicte votre salaire. Je contrôle votre régime d'avantages sociaux. Vous pensiez que j'étais un échec monumental parce que vous aviez activement et désespérément besoin que je le sois. Vous aviez besoin d'un punching ball pratique pour vous sentir infiniment supérieur. Mais pendant que vous étiez occupé à railler mes choix de carrière et à essayer de me faire sentir petit, j'étais occupé à construire un empire imparable. Et ce matin, mon empire vient d'engloutir tout votre monde. Il fit un son d'étranglement aigu, un halètement pathétique comme un homme qui venait d'être violemment frappé à l'estomac. « Je suis ton père », réussit-il à dire, sa voix tremblant si violemment que je pouvais à peine comprendre les mots. « Tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas acheter l'entreprise pour laquelle je travaille. Je ne vous fais absolument rien en tant que votre fils, le corrigeai-je froidement, maintenant des limites professionnelles strictes. J'agis entièrement en tant que directeur général du conglomérat parent qui possède maintenant complètement votre employeur. Nous envoyons une équipe d'élite de restructuration des RH à l'établissement de Tacoma aujourd'hui à midi. Je vous suggère fortement de mettre votre plus beau costume, de rassembler vos métriques de performance incroyablement dépassées et de vous préparer pour un après-midi très long et très difficile. Nous allons évaluer agressivement chaque salaire, chaque promotion non méritée et chaque échec opérationnel sous votre direction directe au cours de la dernière décennie. Passez une journée très productive, William. Je reposai le combiné doucement, coupant complètement toute supplique émotionnelle désespérée qu'il était sur le point de faire. Le silence qui en résulta dans mon bureau me sembla incroyablement pur et propre. À exactement midi ce jour-là, mon équipe d'intégration agressive, dirigée par un homme de main implacable et très efficace nommé Marcus, est descendue sur l'usine de fabrication de Redstone à Tacoma. Je n'y suis pas allé en personne. Je n'avais pas besoin d'être physiquement présent pour exercer mon contrôle total. Parce que j'étais le nouveau propriétaire, j'avais un accès illimité aux caméras de sécurité haute définition installées dans leur salle de conférence principale. Je me suis confortablement installé à mon bureau à Seattle, j'ai affiché le flux vidéo haute résolution en direct sur mon grand moniteur secondaire et j'ai observé la destruction de l'entreprise se dérouler en temps réel. La grande salle de conférence était bondée de cadres intermédiaires et de cadres supérieurs terrifiés. Mon père était assis au premier rang, le dos rigide, le visage livide et grisâtre. Juste à côté de lui se trouvait Caleb, mon frère, l'enfant prodige, ressemblant exactement à un cerf pris directement dans les phares d'un énorme train de marchandises lancé à toute vitesse. Marcus se tenait confiant à la tête de la longue table, projetant nos conclusions financières médico-légales sur l'écran géant. Marcus ne mâcha pas ses mots. Il a systématiquement et brutalement déchiré les inefficacités opérationnelles catastrophiques de Redstone. Il a explicitement souligné le gaspillage financier stupéfiant, les métriques de la chaîne d'approvisionnement profondément dépassées et l'incompétence grossière et indéniable de l'équipe de direction supérieure. Quand Marcus a calmement annoncé à la pièce que Nextech initiait officiellement une réduction de 40% des effectifs dans le secteur des opérations, avec effet immédiat, j'ai vu mon père tressaillir visiblement à la caméra. Le flux haute définition a capturé le moment précis où tout son ego artificiel et gonflé s'est complètement effondré. Il a regardé la pièce bondée, rencontrant les yeux terrifiés des hommes et des femmes qu'il avait intimidés, et rabaissés pendant des années. En ce moment singulier, il a réalisé qu'il ne détenait plus une seule once de pouvoir ou d'autorité sur aucun d'entre eux. Il n'était plus le vice-président intimidant. Il n'était qu'un autre poste hautement remplaçable sur ma gigantesque feuille de calcul financière.
À exactement 3 heures de l'après-midi, ma ligne de bureau privé et sécurisée sonna. C'était le chef de la sécurité du bâtiment posté dans le grand hall. « Monsieur Vance, dit le chef de la sécurité, son ton incroyablement respectueux et prudent. Nous avons un monsieur âgé ici qui exige activement de vous voir. Il prétend être votre père biologique. Il n'a pas de rendez-vous prévu. Il refuse de partir et il devient très agité et bruyant avec le personnel de la réception. Voulez-vous que l'équipe de sécurité l'escorte physiquement hors des lieux? Faites-le monter, dis-je doucement. Assurez-vous qu'il ne déambule pas à l'étage. Amenez-le directement à ma suite. Je me levai, me dirigeai vers mon bar sur mesure en marbre et me versai un grand verre d'eau pétillante. Je voulais avoir l'esprit incroyablement clair et concentré pour cette interaction. 5 minutes plus tard, les lourdes portes vitrées insonorisées de ma suite exécutive s'ouvrirent silencieusement. Mon père entra maladroitement dans la pièce. Il s'arrêta net dès qu'il franchit le seuil. Ses yeux parcoururent frénétiquement l'immense espace luxueux, absorbant les vues panoramiques époustouflantes de la skyline de Seattle, l'art moderne incroyablement cher accroché au mur, et l'ampleur pure et indéniable de l'immense richesse que j'avais accumulée. Debout dans mon monde, il semblait incroyablement petit et insignifiant. Son costume bleu marine sur mesure, celui qu'il portait toujours pour avoir l'air intimidant au dîner de famille, semblait soudain bon marché et mal ajusté. Ses épaules étaient profondément affaissées, et l'allure arrogante et autoritaire qu'il avait toujours affichée avait complètement, et définitivement disparu. « Ethan, commença-t-il, sa voix tremblant terriblement. Il fit un pas lent et hésitant, traitant le tapis moelleux de mon bureau comme un champ de mine mortelle. « Asseyez-vous, William, dis-je, désignant nonchalamment l'élégante chaise d'invité en cuir importé positionnée directement en face de mon immense bureau. Je ne lui offris pas de boisson. Je ne lui offris pas de chaleureuse salutation familiale. Je ne me levai même pas pour lui serrer la main. Je me rassis à mon bureau, joignis mes mains et attendis. Il s'effondra pratiquement dans la lourde chaise en cuir. Il me regarda vraiment, peut-être pour la toute première fois de mes 33 ans de vie. Il ne vit pas l'adolescent maladroit, désespéré et terrifié qu'il avait si facilement, émotionnellement, abusé. Il vit un titan milliardaire. Il vit un homme qui tenait fermement tout son avenir financier, sa précieuse retraite et sa réputation publique dans le creux de sa main. « Je ne comprends rien à tout cela, murmura-t-il, les yeux écarquillés par un mélange de peur crue et de confusion profonde et indéniable. Comment as-tu pu faire cela? Où as-tu obtenu ce genre de levier? Pourquoi nous as-tu délibérément caché cela pendant toutes ces années? Nous sommes ta famille, Ethan. Nous aurions célébré cette incroyable réussite avec toi. Vous l'auriez agressivement exploité, le corrigeai-je sèchement, tranchant net sa pathétique tentative révisionniste de réécrire notre histoire incroyablement toxique. Vous auriez instrumentalisé ma réussite financière pour élever votre propre statut social pathétique dans votre club de golf incroyablement prétentieux. Vous avez passé toute mon enfance à me dire que j'étais un rêveur sans valeur. Vous avez littéralement déchiré ma demande de bourse universitaire en petits morceaux juste devant mon visage parce que mon ambition menaçait profondément votre ego fragile et inadéquat. Vous avez agressivement raillé ma carrière au dîner de Thanksgiving il y a seulement 3 jours. Vous avez fièrement dit à toute la famille élargie que je ne pouvais même pas me permettre un mobil-home. Vous avez construit toute votre identité sur la fausse prémisse réconfortante que vous m'étiez fondamentalement supérieur. J'essayais juste de te forger pour le monde réel, plaida-t-il, se penchant en avant et serrant le bord de mon bureau à s'en blanchir les jointures. Le monde de l'entreprise est un endroit incroyablement dur et impitoyable. Ethan, je voulais que tu sois pratique et terre à accent grave terre. J'étais juste un père fort. Vous étiez une brute faible, dis-je platement, ma voix résonnant légèrement dans la grande pièce. Et votre intimidation constante et incessante m'a absolument rendu impitoyable. Mais nous ne sommes pas assis ici aujourd'hui pour discuter de vos échecs catastrophiques et monumentaux en tant que parents. Nous sommes ici pour discuter de vos échecs catastrophiques et monumentaux en tant que vice-président des opérations. J'ouvris lentement l'épais dossier juridique à onglets rouges posé en évidence sur mon bureau. Je vis ses yeux anxieux suivre le mouvement du papier, son anxiété augmentant instantanément. Il savait intrinsèquement que ses indicateurs de performance étaient terribles, mais il pensait encore bêtement qu'il pourrait s'en sortir en parlant vite comme il le faisait toujours. Il pensait toujours désespérément que son titre prestigieux et son ancienneté le protégeaient des conséquences réelles. Il n'avait absolument aucune idée de l'énorme bombe juridique qui allait mettre fin à sa carrière que j'étais sur le point de lui jeter directement sur les genoux.
J'ouvris le lourd dossier rouge et étalai lentement, délibérément les documents hautement confidentiels sur la surface en cuir lisse de mon bureau. Je les arrangeai méticuleusement, m'assurant absolument que les écarts financiers surlignés en jaune vif et les signatures accablantes étaient parfaitement visibles depuis son angle exact. Je voulais qu'il voie la preuve indéniable de sa propre perte. Les performances globales de votre département sont un désastre absolu et sans précédent, William, déclarai-je, ma voix complètement dépourvue de toute chaleur familiale ou de sympathie. Vous avez complètement stagné pendant plus d'une décennie. Votre rendement est terrible. La rétention de vos employés est une blague. Et votre vision stratégique est inexistante. Mais malheureusement pour vous, les mauvaises performances ne sont qu'une faute de licenciement corporatif standard. Ce que vous et Caleb avez délibérément fait au cours des 18 derniers mois va incroyablement bien au-delà de la simple incompétence de gestion. Mon père déglutit incroyablement difficilement, sa gorge cliquetant audiblement dans la pièce silencieuse. Caleb est un bon garçon, travailleur, dit-il défensivement. Une réaction pathétique, réflexe, qu'il avait employé pendant 35 ans pour protéger son enfant prodige de toute responsabilité. Il travaille incroyablement dur pour cette entreprise. Les problèmes actuels de la chaîne d'approvisionnement sont un problème mondial massif. Ethan, vous ne pouvez tout simplement pas blâmer votre propre frère pour les retards d'expédition internationaux et les cauchemars logistiques. Je ne blâme pas Caleb pour les retards d'expédition internationaux, dis-je, me penchant en avant et posant lourdement mes avant-bras sur le bureau. Je blâme explicitement Caleb pour une fraude corporative documentée et indéniable, et je vous blâme explicitement pour l'avoir agressivement et illégalement dissimulé pour le protéger de poursuites fédérales. La couleur quitta complètement le visage de mon père en un instant. Il ressemblait exactement à un homme qui venait d'être diagnostiqué avec une maladie terminale très agressive. De quoi diable parlez-vous, Ethan ? Je pris les relevés bancaires détaillés et les documents d'enregistrement officiels de la société Écran d'État. Je lus les détails spécifiques à haute voix, m'assurant que chaque mot atterrissait comme un coup physique dévastateur sur sa poitrine. Il y a 8 mois, Caleb a unilatéralement et inexplicablement annulé un contrat de matières premières très fiable et rentable. Il a ensuite immédiatement signé un accord de fournisseur exclusif de plusieurs millions de dollars avec une entreprise complètement inconnue appelée Apex Industrial. Apex Industrial facture explicitement 22% au-dessus du taux de marché concurrentiel actuel, et leurs matériaux sont si gravement défectueux qu'ils ont provoqué un rappel de produits massif dans votre usine de l'Ohio. Je fis une pause, fixant mes yeux froids sur les siens terrifiés. Apex Industrial est une société écran enregistrée entièrement détenue et exploitée par le père de Chloé, la famille de votre précieuse belle-fille. Caleb a délibérément et systématiquement détourné des millions de dollars de fonds d'entreprise de Redstone directement dans les poches de sa propre famille. Il a essentiellement détourné d'énormes sommes d'argent par le biais de contrats de fournisseurs frauduleux et fortement gonflés. Il a acheté des biens immobiliers avec de l'argent d'entreprises volées. Et quand Suzanne, votre secrétaire exécutive farouchement loyale, a correctement signalé les flagrantes incohérences financières et a courageusement déposé une plainte formelle auprès des RH, vous avez personnellement intercepté ce rapport, détruit physiquement la copie papier et enterré la trace numérique profondément dans les serveurs pour garder votre enfant prodige hors de prison fédérale. Mon père commença à trembler physiquement. Ses mains tremblaient si violemment qu'il devait agripper ses propres genoux avec une force stupéfiante juste pour les maintenir relativement immobiles. Ethan, s'il te plaît, supplia-t-il, sa voix tombant à un murmure désespéré, brisé et rauque. Tu dois comprendre la pression qu'il subissait. La famille de Chloé menaçait activement de les couper financièrement. Caleb était noyé dans une dette massive et ingérable. Ils allaient perdre leur maison de luxe. J'ai dû intervenir et protéger mon fils. Je suis son père, Ethan. J'ai dû le protéger d'une ruine totale. Vous avez protégé agressivement un criminel en col blanc au détriment extrême de votre propre intégrité d'entreprise et des moyens de subsistance de centaines d'ouvriers d'usines innocents et travailleurs, ripostai-je, ma voix résonnant contre les murs de verre avec une fureur vertueuse. C'est une rupture massive et impardonnable du devoir fiduciaire. J'ai une équipe très agressive d'avocats d'affaires qui est en train de rédiger la plainte au moment même où nous parlons. J'ai suffisamment de preuves documentées irréfutables pour vous faire arrêter tous les deux, menottés et accusés de grands larcins et de fraude d'entreprise avant même que le soleil ne se couche aujourd'hui. Avant que mon père ne puisse même tenter de formuler une autre excuse pathétique et complaisante, les lourdes portes vitrées de mon bureau s'ouvrirent violemment, s'écrasant contre les butoirs en caoutchouc. Caleb fit irruption dans la pièce. Son visage était rouge vif de colère, transpirant abondamment à travers sa coûteuse chemise habillée.
J'avais explicitement demandé à mon équipe de sécurité en bas de le laisser monter dès son arrivée dans le bâtiment. Je les voulais tous les deux dans cette pièce pour l'exécution finale. Papa, hurla Caleb, ignorant complètement ma présence imposante. Au début, il marcha agressivement vers mon père, agitant frénétiquement son téléphone portable en l'air. Les RH viennent de me remettre un avis de licenciement pour faute grave. Ils m'ont physiquement escorté hors du bâtiment avec des agents de sécurité armés. Ils disent explicitement que Nextech se prépare à déposer une plainte massive de plusieurs millions de dollars contre moi pour le contrat Apex Industrial. Tu m'as spécifiquement dit que tu avais enterré ces documents. Tu m'as promis en face que personne ne découvrirait jamais les liens immobiliers. Caleb, pour l'amour de Dieu, tais-toi, s'écria mon père violemment, frénétiquement, me désignant, assis derrière le bureau. Caleb arrêta enfin sa tirade hystérique et me regarda à travers la pièce. Il regarda le costume de créateur sur mesure. La vue panoramique époustouflante de la ville, le pouvoir pur et indéniable émanant de la chaise que j'occupais. L'absolue réalité de la situation pénétra enfin son crâne épais, arrogant et suffisant. Sa mâchoire s'ouvrit littéralement. Ethan, balbutia Caleb, regardant frénétiquement entre moi et notre père terrifié. Qu'est-ce que tu fais assis derrière ce bureau? Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis le propriétaire de l'entreprise, Caleb, dis-je simplement, ma voix calme et mortelle. Je suis le directeur général et l'actionnaire majoritaire de Next Solutions. J'ai acheté Redstone Manufacturing samedi après-midi et je suis la personne exacte qui a spécifiquement ordonné votre licenciement immédiat et très public. Caleb avait l'air d'avoir un court-circuit dans le cerveau. L'enfant prodige, l'homme arrogant qui avait glissé sans encombre tout au long de son existence grâce à des privilèges non mérités, au népotisme et au favoritisme parental, se retrouvait soudainement complètement exposé devant un peloton d'exécution d'entreprise. Et il n'avait absolument plus aucune armure pour le protéger. Une panique aveugle, pure, s'empara de lui complètement. L'instinct profondément ancré de l'autopréservation égoïste s'est manifesté immédiatement, dépouillant instantanément toute loyauté persistante qu'il avait envers l'homme qui avait passé 35 ans à le protéger farouchement. Caleb se tourna brusquement vers mon père, son visage se tordant en un masque incroyablement laid de pur, de désespoir non altéré. « Dis-lui que c'était entièrement ton idée, hurla Caleb à notre père, pointant un doigt tremblant et accusateur directement sur la poitrine de l'homme plus âgé. Dis-lui que tu m'as contraint de force à signer ces contrats de fournisseurs. Tu es le vice-président des opérations. Tu as l'autorité ultime. Je ne faisais qu'obéir aveuglément à tes ordres directs et explicites. Tu m'as dit de faire passer l'accord Apex pour sauver la face de la famille. » Mon père recula violemment comme s'il venait d'être physiquement tailladé au visage avec une lame de rasoir. « Caleb, qu'est-ce que tu dis, pour l'amour de Dieu? J'ai commis un crime pour sauver ta maison. J'ai risqué toute ma carrière professionnelle et ma retraite pour couvrir ton incroyable désordre. Je ne savais pas ce que je faisais, hurla Caleb, sa voix se brisant hystériquement, résonnant bruyamment dans le grand bureau. Il se tourna vers moi, joignant ses mains dans un geste de mendicité pathétique et dégoûtant. « Ethan, écoute-moi. S'il te plaît, écoute-moi. Il m'a manipulé. Il a explicitement menacé de me licencier si je ne signais pas les documents Apex et n'obtenais pas les fonds. Il essaie de me piéger pour sauver sa propre peau. S'il te plaît, Ethan, tu dois me croire. J'ai une hypothèque massive. J'ai 2 paiements de voitures de luxe. Chloé exigera absolument le divorce et prendra la garde complète des enfants si je fais faillite. Tu dois abandonner le procès, punis-le. C'est le cerveau, pas moi. » Je m'assis confortablement dans mon lourd fauteuil en cuir et observai le magnifique spectacle, tragiquement beau, se dérouler sous mes yeux. C'était le légendaire rebondissement ultime que je n'avais même pas entièrement anticipé en achetant l'entreprise, mais c'était incroyablement et profondément poétique. Mon père avait passé 35 ans à pratiquement vénérer ce garçon. Il avait joyeusement sacrifié mon enfance, détruit mon estime de soi et, finalement, édulcoré sa propre intégrité d'entreprise pour construire un immense piédestal doré pour Caleb. Et à la seconde où les choses se sont compliquées, à la seconde où il y a eu de réelles conséquences terrifiantes qui ont changé sa vie, l'enfant prodige a agressivement jeté son propre père directement sous le bus sans un seul moment d'hésitation. Je regardais William. Il fixait Caleb avec un regard de dévastation profonde et écrasante. L'illusion d'une vie était complètement et définitivement brisée. Il voyait enfin son fils absolument préféré pour exactement ce qu'il était, un parasite faible,
lâche et très manipulateur qui ne se souciait absolument de personne d'autre que de lui-même. Mon père sembla vieillir de 20 ans en 10 secondes angoissantes. Il s'affala profondément dans la chaise d'invité, ses yeux creux, sa respiration rauque et superficielle. Le grand empire qu'il pensait avoir construit chez lui et à son bureau était entièrement réduit en cendres fumantes. « Avez-vous tout à fait fini de jeter votre père au loup de l'entreprise, Caleb » demandai-je, ma voix tranchant ses divagations hystériques et pathétiques comme un couteau fraîchement affûté. Caleb s'arrêta brusquement, haletant lourdement, me regardant avec des yeux désespérés, suppliants et terrifiés. « Votre narration entièrement fabriquée est complètement inutile, lui dis-je froidement, tapotant le dossier épais. Je possède déjà la plainte RH manuscrite originale de Suzanne qui vous nomme explicitement. J'ai les empreintes numériques hautement cryptées. J'ai les numéros de routage bancaire traçant l'argent directement vers la société holding immobilière de votre beau-père. Je sais exactement qui a initié la fraude et je sais exactement qui l'a couverte. La seule et unique raison pour laquelle je n'appelle pas les autorités fédérales à l'instant même est que le scandale public et les procès criminels qui en résulteraient feraient temporairement chuter le prix de mes actions nouvellement acquises. Et je refuse absolument de perdre un seul dollar de ma fortune personnelle à cause de votre stupidité monumentale et stupéfiante. Je me levai lentement, boutonnant ma veste de costume, dominant les deux hommes brisés dans mon bureau. Voici exactement ce qui va se passer ensuite, annonçai-je, rendant le verdict final et irrévocable. Caleb, vous êtes officiellement licencié avec effet immédiat, dis-je, regardant directement et sans pitié dans les yeux terrifiés et larmoyants de mon frère aîné. Vous êtes licencié pour faute grave, négligence financière massive et fraude d'entreprise. Vous ne recevrez absolument aucune indemnité de départ. Vous ne recevrez pas de lettre de recommandation élogieuse. Vos options d'achat d'actions accumulées sont entièrement légalement annulées en raison de votre rupture explicite de contrat. De plus, vous vous assiérez personnellement avec mon avocat aujourd'hui et signerez un accord juridique contraignant transférant les fonds volés vers les comptes de Redstone. Où mon équipe juridique vous anéantira au tribunal civil jusqu'à ce que vous ne puissiez même plus vous permettre un défenseur public. Maintenant, sortez de mon bureau. Sortez de mon bâtiment et n'essayez plus jamais de me contacter. Caleb ouvrit la bouche pour argumenter, peut-être pour mendier une dernière fois. Mais la pure et glaciale finalité dans mes yeux l'arrêta net. Il regarda notre père une dernière fois, espérant désespérément un sauvetage miraculeux qui ne viendrait jamais. William ne le regarda même pas. William regarda simplement fixement le tapis coûteux. Caleb se retourna, ses épaules tremblant de manière incontrôlable, et sortit par la lourde porte vitrée, toute sa vie artificiellement gonflée complètement ruinée par sa propre cupidité insatiable. Je reportai mon attention sur l'homme complètement brisé, assis silencieusement dans le fauteuil d'invité. William, dis-je doucement, le ton calme bien plus terrifiant qu'un cri. Vous êtes officiellement déchu de votre titre prestigieux de vice-président des opérations. Vous êtes agressivement rétrogradé à un rôle consultatif à temps partiel. Votre nouveau salaire reflétera une brutale réduction de 60%. Vous n'aurez absolument aucun subordonné direct, aucune autorité d'embauche, aucun accès au fonds de l'entreprise, et aucun privilège exécutif. Vous serez assis dans un minuscule cubicule sans fenêtre au rez-de-chaussée. Vous effectuerez des rapports d'efficacité de base toute la journée, et vous relèverez directement de Marcus. Mon père leva lentement et douloureusement la tête. Ses yeux étaient complètement injectés de sang. Pourquoi me gardez-vous sur la liste de paix, Ethan? Pourquoi ne pas me virer et en finir? Pourquoi faire durer cela? Parce que vous virer est bien trop facile, répondis-je avec une honnêteté brutale. Parce que je veux que vous vous leviez chaque matin, que vous conduisiez jusqu'à cette usine, que vous vous asseyiez dans un petit cubicule déprimant, et que vous vous souveniez exactement de qui vous possède. Je veux que vous ressentiez le même sentiment d'impuissance totale et suffocante que vous m'avez délibérément et systématiquement infligé pendant 18 ans. Vous gardez votre assurance maladie de base et vous gardez une petite fraction de votre dignité pour ne pas vous retrouver à la rue, mais vous perdez tout votre empire. Il hocha lentement la tête, complètement vaincu. Il se leva, ses articulations claquant audiblement, ressemblant à un vieil homme frêle qui avait abandonné la vie. Vous gagnez, Ethan, murmura-t-il, sa voix incroyablement creuse. Vous avez enfin prouvé que vous étiez meilleur que nous. J'ai toujours été meilleur que vous, William, dis-je, ma voix inébranlable. Vous étiez juste trop incroyablement aveugle et arrogant pour le voir. Il se retourna et sortit de mon bureau. Les lourdes portes vitrées se refermèrent solidement derrière lui, scellant son sombre destin d'entreprise pour toujours. Exactement 10 minutes plus tard,
mon téléphone portable personnel sonna, vibrant agressivement contre le bois de mon bureau. L'identification de l'appelant affichait le nom de ma mère, Eleanor. La nouvelle catastrophique avait évidemment atteint la maison de Bellevue. Je décrochai le téléphone, le mis en mode haut-parleur et le posai au centre de mon bureau. « Ethan Vance, quel genre de monstre êtes-vous devenu » hurla ma mère bruyamment à travers le haut-parleur. Sa voix était stridente, abandonnant complètement son ton habituel de victime passive-agressive pour une hostilité pure et simple. « Caleb vient de m'appeler en larmes. Il dit que vous l'avez brutalement viré. Il dit que sa femme menace déjà de divorcer. Il dit que vous avez humilié votre père devant toute l'entreprise. Comment avez-vous pu systématiquement détruire votre propre famille comme ça? Vous êtes un sociopathe au sang-froid. » Je me penchai confortablement en arrière dans mon fauteuil, l'écoutant jouer agressivement le rôle de la victime ultime une dernière fois. « Je gère une entreprise très efficace et conforme à la loi, Eleanor, répondis-je calmement. Caleb a commis une fraude d'entreprise flagrante. William l'a illégalement couverte. Ils font simplement face aux conséquences légales naturelles de leurs propres actions incroyablement stupides et arrogantes. Nous sommes votre famille, cria-t-elle, sa voix se brisant. Vous nous devez votre loyauté absolue. Nous avons tout sacrifié pour vous, mes garçons. Nous avons constamment lutté pour subvenir à vos besoins. Nous avions à peine 2 sous pour mettre de la nourriture sur la table. Et c'est exactement comme ça que vous nous remboursez. C'était le moment idéal, décidai-je, de déclencher la charge explosive finale. J'avais soigneusement conservé cette information spécifique pendant plus d'une décennie. Attendant patiemment le moment absolument parfait pour exposer complètement son hypocrisie profondément ancrée. Parlons intimement de vos sacrifices monumentaux, Eleanor, dis-je, ma voix se transformant en glace absolue et impitoyable. Parlons spécifiquement de la façon dont vous m'avez constamment, sans relâche, dit que nous étions complètement fauchés quand j'étais au lycée. Vous souvenez-vous quand je vous ai pratiquement supplié à genoux pour $50 afin de payer les frais d'inscription à ce camp de codage avancé? Vous souvenez-vous de m'avoir regardé droit dans les yeux, soupirant lourdement, et de m'avoir dit que le compte bancaire était complètement vide et que je devais arrêter d'être si incroyablement égoïste? Il y eut une légère hésitation terrifiée de son côté. Je ne vois pas ce que l'histoire ancienne a à voir avec la situation actuelle. 3 jours après que vous m'ayez regardé dans les yeux et dit que nous étions complètement fauchés, l'interrompis-je sèchement, je cherchais une agrafeuse dans votre bureau à domicile. J'ai trouvé un reçu de retrait bancaire massif glissé dans votre grand livre personnel. C'était un chèque de caisse certifié de $80 000. Vous avez secrètement retiré $80 000 de votre compte d'héritage caché, un compte que vous avez activement caché à mon père, et vous l'avez entièrement donné à Caleb pour l'énorme acompte de sa maison de luxe. Vous avez volé mon fonds universitaire pour lui acheter des biens immobiliers. Le silence au bout du fil était absolument assourdissant. Je pouvais pratiquement entendre son cœur s'arrêter complètement de battre. Vous m'avez menti toute ma vie, continuai-je, ma voix implacable et lourde. Vous avez passivement regardé mon père abuser de moi émotionnellement. Vous l'avez activement regardé détruire mon estime de moi. Et vous avez agressivement participé à me priver de ressources justes pour pouvoir financer secrètement le style de vie somptueux et immérité de Caleb. Vous n'êtes pas une victime, Eleanor. Vous ne l'avez jamais été. Vous êtes l'architecte silencieuse et manipulatrice de toute cette dynamique familiale toxique. Vous avez activement permis au monstre et vous avez secrètement financé le parasite. Ethan, j'essayais juste de m'assurer que Caleb était bien installé, balbutia-t-elle, la colère vertueuse s'évaporant complètement, immédiatement remplacée par le bégaiement pathétique et brisé d'une énorme menteuse prise en flagrant délit. Caleb est définitivement installé maintenant, dis-je froidement. Il est actuellement au chômage, confronté à d'énormes poursuites civiles, et son divorce imminent le ruinera absolument. La bataille pour la garde seule le mettra en faillite, et vous et William devrez rapidement trouver comment payer les énormes taxes foncières sur ce manoir de Bellevue avec une réduction de salaire de 60%. N'appelez plus jamais ce numéro. Vous n'avez plus de fils nommé Ethan. Je tendis la main et mis fin à l'appel brusquement. Je pris le téléphone, naviguai vers son contact et le bloquai. Je fis exactement la même chose pour mon père et mon frère en 3 simples et très satisfaisantes pressions sur un écran en verre. J'ai complètement et définitivement coupé le cordon ombilical pourri et toxique qui m'étouffait lentement depuis 33 ans. J'inspirais profondément. L'air dans mon bureau me semblait incroyablement propre, merveilleusement léger et absolument inconditionnellement libre. 6 mois plus tard,
La ville animée de Seattle était magnifiquement baignée dans la lumière chaude et dorée d'une parfaite soirée de juillet. Je me tenais sur la vaste et immense terrasse enroulante de mon Pentouse. Un lourd verre en cristal de Bourbon incroyablement cher à la main. J'observais les explosions brillantes et colorées des feux d'artifice du 4 juillet se reflétant parfaitement sur les eaux sombres et agitées de la baie d'Elliott. La transition complète et la restructuration totale de Redstone Manufacturing avaient été un succès commercial massif et sans précédent. Après avoir chirurgicalement et sans pitié éliminé la pourriture toxique de l'équipe de direction supérieure, l'entreprise s'était pratiquement guérie du jour au lendemain. Nous avons modernisé les équipements d'usine incroyablement dépassés, rationalisé la chaîne d'approvisionnement désastreuse, et, surtout, nous avons considérablement augmenté les salaires et sécurisé les plans de retraite 401K des hommes et des femmes réellement travailleurs de l'usine. Les employés dévoués qui avaient souffert en silence pendant des années sous le régime arrogant et incompétent de mon père prospéraient enfin. Le prix de l'action de Nextech avait augmenté de 28% depuis la finalisation de l'acquisition. Wall Street me qualifiait de visionnaire implacable. Moi, j'appelais ça faire le ménage. La nouvelle se répand incroyablement vite dans ma famille élargie, principalement grâce à ma tante Margaret, qui possédait une capacité terrifiante, presque surnaturelle, à débusquer les commérages, les drames et les échecs, et à les diffuser bruyamment au monde. Je ne cherchais pas activement les informations sur mon ancienne famille, mais elles me parvenaient quand même agressivement. Mon père, William, avait tenu exactement 3 mois angoissants dans son minuscule et humiliant cubicule. La torture psychologique quotidienne et épuisante de voir ses anciens subordonnés ignorer complètement son existence pendant qu'il rendait des comptes à un responsable logistique de la moitié de son âge a finalement brisé son ego massif et fragile. Il a officiellement remis sa lettre de démission fin mars. Sans son salaire gonflé de vice-président et lourdement accablé par une montagne massive de dettes cachées de cartes de crédit qu'ils avaient accumulées en essayant de maintenir leur façade de richesse pour les voisins, lui et ma mère ont été complètement forcés de vendre la vaste maison coloniale de Bellevue. Ils ont considérablement réduit leur taille pour un petit condo incroyablement modeste de 2 chambres dans une banlieue nettement moins prestigieuse. Leurs adhésions à des clubs de golf d'élite ont été sans cérémonie révoquées en raison de cotisations impayées. Tout leur statut social soigneusement élaboré s'est évaporé en fumée. La chute monumentale de Caleb fut encore plus spectaculaire et complète. Exactement comme je l'avais prédit, dès que l'argent de l'entreprise s'est tari, le style de vie somptueux a disparu. Chloé, réalisant que sa poule aux œufs d'or était entièrement cuite et absolument terrifiée par la ruine financière imminente, a agressivement demandé le divorce avant même que l'encre sur les papiers de licenciement de Caleb ne soit sèche. Elle a impitoyablement pris la maison. Elle a pris les voitures de luxe et elle a obtenu la garde principale des enfants. Caleb louait actuellement un appartement minable, incroyablement déprimant, au-dessus d'une bruyante piste de bowling à Tacoma, travaillant comme expéditeur logistique de niveau intermédiaire pour une entreprise de camionnage locale, gagnant une infime fraction de son ancien salaire. Mon téléphone portable a vibré doucement dans ma poche, me sortant de mes pensées paisibles. Je l'ai sorti et j'ai regardé l'écran lumineux. C'était un message texte incroyablement long d'un numéro inconnu, mais j'ai immédiatement reconnu l'indicatif régional distinct. C'était mon père. Il avait dû littéralement aller au magasin et acheter un nouveau téléphone prépayé juste pour contourner le blocage permanent que j'avais mis sur son numéro principal. J'ai ouvert le message. C'était un mur de texte massif. Ethan, je sais que tu nous as explicitement dit de ne plus jamais te contacter, et je te jure que je respecterai tes limites après ce seul message. J'ai eu beaucoup de temps pour m'asseoir en silence complet et réfléchir à ma vie. J'ai vu tout ce que j'avais construit s'effondrer en poussière. Et j'ai finalement réalisé que je suis la personne exacte qui a tout détruit. J'ai passé toute ma vie à mesurer bêtement la valeur d'un homme par son titre d'entreprise et son compte bancaire. Et j'étais complètement, absolument aveugle à l'incroyable brillance et à la force de mon propre fils. Tu as bâti un empire, Ethan, et tu l'as fait entièrement sans moi. J'étais profondément menacé par ton potentiel, alors j'ai désespérément essayé de le briser. J'ai protégé Caleb parce que sa dépendance me faisait me sentir puissant. Mais je n'ai fait que ruiner sa vie aussi. Je suis si profondément désolé pour l'immense douleur que je t'ai causée. Je n'attends pas ton pardon. Je ne le mérite pas. J'avais juste besoin que tu saches que je te vois enfin. Je suis incroyablement fier de l'homme que tu es devenu. Papa. Je me tenais parfaitement immobile sur la terrasse, les feux d'artifice colorés éclatant bruyamment dans le ciel nocturne au-dessus de moi, et je lus l'incroyable long message 2 fois. Si j'avais reçu ce message texte exact il y a 10 ans,
cela m'aurait fondamentalement, émotionnellement, brisé. Cela m'aurait renvoyé désespérément vers eux, incroyablement avide de récolter enfin les minuscules miettes d'affection dont j'avais été privé toute ma vie. J'aurais instantanément pardonné chaque insulte horrible, chaque opportunité volée et chaque blague cruelle du dîner de Thanksgiving juste pour entendre enfin mon père dire qu'il était sincèrement fier de moi. Mais debout là, à 33 ans, regardant l'incroyable empire d'entreprise que j'avais bâti avec mon propre sang, ma sueur et mes larmes, j'ai réalisé une vérité profonde et bouleversante. Je n'avais plus besoin de ces excuses. Elles n'avaient absolument aucun pouvoir émotionnel sur moi. Sa prise de conscience tardive et désespérée de ma valeur n'a pas guéri rétroactivement l'adolescent terrifié et solitaire pleurant dans un garage glacial. J'avais déjà guéri cet adolescent moi-même. J'avais fait le travail incroyablement dur et incroyablement douloureux de réparer mon propre âme, de bâtir ma propre confiance inébranlable et de créer une vie spectaculaire et massive entièrement à mes propres conditions. Lui pardonner ne servirait qu'à soulager sa culpabilité écrasante. Et franchement, je pensais qu'il avait absolument besoin de s'asseoir avec cette lourde culpabilité pour le reste de sa vie naturelle. C'étaient des funérailles métaphoriques pour les hommes qu'ils étaient auparavant et la conséquence ultime de ses actions. Je n'ai pas tapé de réponse. Je n'ai pas envoyé d'émoji pouce levé. Je n'ai pas écrit un paragraphe cinglant lui renvoyant ses excuses au visage. J'ai simplement glissé l'écran vers la gauche, appuyé sur le bouton rouge supprimer et effacé définitivement le message de mon téléphone. J'ai remis l'appareil dans ma poche, pris mon coûteux verre de bourbon et pris une lente gorgée profondément satisfaisante. J'ai regardé la ville scintillante et vibrante que j'avais complètement conquise. Je m'appelais Ethan Vance. J'étais un survivant, un bâtisseur et un titan. Le sang peut nous amener dans ce monde, mais le respect absolu, les limites inébranlables et les valeurs morales partagées sont les seules choses qui déterminent qui a l'incroyable privilège de marcher à nos côtés dans cette vie. Et je marchais parfaitement bien seul. Mettons une pause. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Vous êtes vraiment incroyable. S'il vous plaît, aidez-moi en aimant la vidéo et en commentant le chiffre ainsi dessous pour que je sache que vous avez été là avec moi jusqu'à ce point. Cela aide non seulement plus de gens à découvrir cette histoire, mais me fait également savoir que mes expériences signifient quelque chose pour quelqu'un. Votre soutien est la plus grande motivation pour moi de continuer à partager le reste de ce voyage. Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire avec votre propre famille? Avez-vous déjà dû faire le choix atroce de couper les relations toxiques de votre vie pour préserver votre santé mentale et protéger votre paix? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer le prochain voyage.